Ok, vous êtes prêtes? Les filles? Oui, on est prêtes. On peut commencer? Oui. Allez, on y va. Alors aujourd'hui, on va parler du Hametz. On va d'abord définir ce qu'est le Hametz. Et après l'avoir défini, on va commencer à rentrer un peu dans la halachot de Pessah concernant le Hametz. D'abord, quelle est la définition du Hametz? La définition du Hametz est tout ce qui provient de 5 espèces de céréales. Il y a 5 espèces de céréales qui sont interdites. Le blé, l'orge, le seigle, l'épeautre et l'avoine. À partir du moment où ces 5 espèces, une de ces 5 espèces, a été en contact avec l'eau, alors elles sont susceptibles de devenir chametz. Tout ce qui ne fait pas partie de ces 5 espèces n'est pas chametz. On peut à tort penser qu'il y a d'autres choses qui sont chametz. Par exemple, le riz. Or, le riz n'est pas chametz. Il est important de le savoir. C'est pour ça qu'on va trouver des gens qui vont manger du riz à Pessah. Alors pourquoi on mange, nous, par exemple, les Marocains? Pourquoi on mange le riz? Alors, c'est une question, je vais y répondre plus tard. Effectivement, les Marocains ont l'habitude de ne pas manger de riz à Pessah, mais pas parce que le riz est en lui-même chametz, parce qu'on a eu crainte dans le temps que le riz soit mélangé à une des 5 espèces. Ils avaient l'habitude d'emmagasiner les céréales et le riz dans les mêmes sacs. C'était des grands sacs de jute qui servaient à transporter les marchandises. Et alors on les vidait, par exemple, de blé, on les remplissait de riz. Et on avait eu crainte que soit resté dans les sacs de ces céréales des épis de blé qui se seraient mélangés ensuite au riz. Le riz en lui-même n'est pas chametz. Ok, tous les féculents ne sont pas chametz. Il y a des gens effectivement qui s'abstiennent des féculents à Pessah. Une des raisons pour laquelle ils s'en abstiennent, c'est pour ce que je vous ai dit, c'est pour ce que je vous ai invoqué. C'est pas que véritablement ils sont en eux-mêmes chametz. Les féculents ne sont pas en eux-mêmes chametz. Il n'y a que 5 espèces qui sont interdites, qui portent des noms en hébreu, chita, seora, chipon, kusemet, chibolet, choual, et en français, le blé, l'orge, le seigle, l'épeautre et l'avoine. Et c'est seulement une de ces 5 espèces qui, une fois en contact avec l'eau, risque de devenir chametz. Pourquoi je dis que ça risque de devenir chametz? Parce que ça dépend du temps. Et vous savez qu'on a un chiffre que tout le monde connaît, c'est 18 minutes. Comment on fait de la matzah? On fait de la matzah seulement à partir de ces 5 espèces de céréales. C'est-à-dire, soit on prend de la farine soit d'orge, soit en général, voilà qu'est-ce qu'on prend comme farine, surtout du blé. On mélange avec de l'eau et on fait très attention qu'à partir du moment où la farine a été en contact avec l'eau, depuis le moment où elle a été en contact avec l'eau jusqu'au moment où elle va être cuite, ne se soit pas écoulé plus de 18 minutes. En effet, nos sages ont évalué que cette farine en contact avec l'eau, si elle passe plus de 18 minutes sans avoir été mis au four et cuite, peut devenir chametz. Vous avez compris, les filles? Oui, Rav. Oui, Rav, on a compris. Ivana, vous m'entendez? Oui, on vous entend, Rav. Vous m'entendez, merci. Alors, regardez, il y a quelque chose de paradoxal. C'est précisément
les mêmes espèces qui peuvent devenir chametz qui servent à faire de la matzah. On ne peut pas faire de la matzah de farine qui ne risque pas de devenir chametz. On ne peut faire de la matzah qu'à partir d'une farine qui peut devenir chametz. Et justement, la matzah, c'est prendre ce qui risque ou qui peut devenir chametz et en faire de la matzah. Alors, il y a maintenant un deuxième point qui est important, les filles. Le chametz n'apparaît pas seulement sous forme d'aliments solides. Il peut aussi être un liquide. Et je vais donner des exemples pour que vous compreniez et que vous sachiez qu'est-ce qui va nous être interdit à Pessah. Par exemple, le whisky. Le whisky est un liquide. Ce liquide, il est fait à partir il peut être fait à partir d'une des céréales que j'ai invoquées et on l'a laissé fermenter dans des barils, donc il est chametz. La bière, pareil, c'est un liquide, elle est chametz. Il y a des alcools qui sont faits à partir du blé. On peut extraire des alcools de céréales. On peut extraire des alcools de blé. Et c'est pour ça qu'à Pessah, on doit faire très attention de n'acheter aucun alcool qui n'a pas de capoute de Pessah. On risque de penser qu'à partir du moment où c'est liquide et à partir du moment où on sait, par exemple, prenons un exemple, on peut faire de l'anisette, par exemple. L'anisette, a priori, ça ne devrait pas poser de problème. Il faut faire très attention à ça. Ou la vodka, par exemple la vodka. A priori, ça c'est fait avec de l'alcool qui vient de la pomme de terre. Mais en réalité, il faut savoir que dans certains pays, on prend de l'alcool brut qui est extrait à partir de céréales et on va lui donner un goût pour pouvoir s'en servir. Si l'alcool a été extrait à partir de céréales, c'est un alcool qui est chametz. Donc, on doit faire très attention quand on va vérifier maintenant les différents alcools que l'on a à la maison. Et aujourd'hui, les gens ont énormément de sortes d'alcool à la maison. Énormément de sortes d'alcool. Et ils ont acheté, surtout quand ils ont voyagé, des alcools un peu partout dans le monde. Et des fois, ils ne sont pas conscients qu'une partie des alcools dont ils vont se servir sont des alcools qui sont chametz, parce qu'ils ont été fabriqués à partir de céréales. Et peu importe qu'ensuite on y a donné un autre goût. Alors, le chametz donc peut apparaître sous forme de solide. Alors, je vous ai donné un exemple. Je vais vous donner un exemple. Des exemples. Vous savez, bon, il est utile de dire le pain, les gâteaux, le couscous, toutes les formes de krékerim. Il y a aussi le cornflakes que l'on mange le matin. Aujourd'hui, au départ, c'était fait avec du maïs, mais aujourd'hui, on mélange aussi beaucoup de céréales pour que ça soit goûtant. Je donne un autre exemple, la moutarde. La moutarde, par exemple, a priori, ça ne devrait pas poser de problème. La moutarde vient d'une plante qui sert à faire de la moutarde. Le problème, c'est que pour la rendre épaisse et pour la rendre onctueuse, qu'est-ce qu'on fait? On mélange à la moutarde de la farine. Donc, si on prend une moutarde habituelle, il est fort possible qu'on ait une moutarde qui soit chametz. Je voudrais à ce propos-là faire une remarque très importante au niveau de la cacheroute en général et au niveau de la cacheroute de Pessah. On mélange de quoi? On mélange de la farine. On peut mélanger
à la moutarde de la farine. Et il est important de savoir ça, parce que des fois, on se dit, mais a priori, on se fie à sa propre compréhension des choses. On peut même des fois voir la composition des produits, des aliments que l'on va consommer. On est sûr que si on a vu vérifier la composition, on sait de quoi c'est fait. Ben, c'est une erreur, parce que les producteurs ne sont pas obligés de tout marquer dans la composition des produits. Et même s'ils le font, il y a des fois des petites quantités et à laquelle ils ne sont pas tenus de préciser par la loi. Alors, il faut faire très, très attention. De façon générale, on n'achète rien qui ne porte pas le cachet que c'est cachère pour Pessah. Parce qu'il y a des spécialistes qui doivent vérifier que dans la composition des produits en question, il n'y a pas de chametz. Il y a quelque chose qui s'appelle ta'arovet chametz, c'est-à-dire un mélange. À notre niveau, ça paraît un produit qui permet la consommation pendant Pessah. Mais il est possible qu'il y ait quelque chose qui ait été mélangé là-bas et qui soit chametz. Et il faut faire très attention à ça. Alors, évidemment, ça va nous obliger aussi, les filles, à ne pas nous servir pendant Pessah de tous les produits, même qui n'étaient pas chametz. Donc, on a commencé à se servir pendant la semaine. Alors, je vais donner l'exemple le plus classique. OK? En Israël, en principe, les vins de grande marque sont tous cachers à Pessah. Pourquoi? Parce que ces caves-là savent qu'on peut acheter des grandes quantités de vin, comme on l'a fait à Purim, qui nous restent pour toute l'année. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, il y a des petites caves qui fabriquent leur vin elles-mêmes, et en petite quantité. Elles mettent sur le marché 10, 20, 30, 40 000 bouteilles. Ce n'est pas grand-chose. Maintenant, vous devez faire très attention de vérifier que le vin, il est caché pour Pessah. OK? Parce que, quel est le problème quand on fabrique du vin? Le problème, il est que d'abord, on a fabriqué le vin dans des barils, dans des ustensiles qui étaient cachés à Pessah. Première chose. Deuxièmement, est-ce que les gens qui préparaient le vin, par exemple, n'ont pas mangé un sandwich en même temps qu'ils préparaient leur vin? Par exemple, si vous allez à Zichron Yaakov, la fameuse dans la cave de Zichron Yaakov, il est formellement interdit de rentrer avec du chametz. On vérifie que le vin reste cachère toute l'année pour Pessah. Maintenant, autre remarque importante. Alors, on a ouvert une bouteille de vin à Purim, mais on ne l'a pas terminée. Et cette bouteille de vin est encore là pour Pessah. On ne peut pas s'en servir à Pessah. Pourquoi une bouteille de vin qui a été ouverte avant Pessah n'est pas consommable à Pessah? Parce que, par exemple, si on l'a ouverte Shabbat, on a fait le motzi. Il est possible que quand on ait distribué le motzi, on ait distribué des morceaux de pain et qu'il y ait une miette de pain qui soit tombée dans la bouteille de vin et qui a rendu tout le vin chametz. Donc à Pessah, on ne se servira a priori que de vin ou de jus de raisin qui seront fermés sur l'étiquette desquels on trouvera marqué en toutes lettres Kasher les Pessah. Ce qui a été ouvert avant Pessah ne sera pas consommé. Je m'attarde une minute sur cette affaire-là pour aussi vous faire remarquer que le verre du Kiddush doit être cachérisé pour Pessah. Pourquoi il doit être cachérisé pour Pessah? Parce qu'on a mis du vin. Le vin, c'est alcoolisé.
s'il y a une miette de pain, s'il y a un petit morceau de pain qui est tombé par inadvertance dans le verre du kidouche quand on l'a goûté, on en a bu par la suite, l'alcool fait absorber le chametz dans le verre, dans l'ustensile. Alors, s'il est de métal ou s'il est de faïence, ce qui arrive très souvent, ça a été absorbé par le verre et on ne pourra pas s'en servir après ça sans le catégoриser. Pour ce qui est de verre, il y a une discussion entre nos sages. Est-ce que le verre qui a absorbé du chametz peut être cachérisé ou pas? On en parlera plus tard. Est-ce que jusqu'à présent tout est clair, les filles? Oui. Oui, tout est clair. Je viens d'avoir une question qui m'a été envoyée. Est-ce qu'on doit faire attention à un sel qui est caché à Pessah? Absolument. On doit faire attention à un sel qui est caché à Pessah. On doit faire attention à tous les épices. Pourquoi? Parce que les épices sont cultivées dans des champs où des fois, il y a des céréales qui y poussent, des céréales de façon sauvage. Vous savez, dans un champ, vous pouvez maintenant passer à côté de champs qui sont à l'abandon, ou comme ça dans la pleine nature, et vous verrez des épis de baie, vous verrez des épis d'orge qui vont là-bas. Ben, le vent a fait voler quelques graines de blé ou quelques graines d'orge. Ils ont commencé à pousser dans le champ. Alors, il est possible que là où on a cultivé les épices, okay, il y a eu aussi en même temps des céréales qui ont poussé avec eux. Et il aura fallu faire d'abord un tri. Si on n'a fait pas un tri, alors les épices que l'on va consommer à Pessah ne seront pas cachées. Donc, la question était très justicieuse. Il faut du sel caché à Pessah pour être sûr qu'il a été préparé. On a du sel qui est des fois mélangé à d'autres choses. On fabrique tellement de sortes d'aliments qu'il peut y avoir ça. Il faut aussi des épices qui soient cachées à Pessah. Et ce qui a été ouvert avant Pessah ne sera pas consommé à Pessah. Est-ce qu'on est obligé de jeter? Non. On n'est pas obligé de jeter. On peut se contenter de les fermer et de les mettre de côté pour être sûr qu'ils ne seront pas consommés pendant Pessah. On n'est pas obligé, tout ce qui ne sera pas consommé à Pessah n'est pas forcément Chametz, mais des fois on a un doute, ou des fois on n'est pas sûr que c'est cachère pour Pessah, parce qu'il n'y a pas marquage cachère pour Pessah. On peut les enfermer dans une armoire, fermer l'armoire à clé, mettre sur l'armoire une étiquette cachère ou Chametz. Chametz, c'est-à-dire pas à consommer pendant Pessah. Il est important de tout marquer dans la cuisine pour qu'il n'y ait pas, par hasard, d'erreur. Il sera de même de tous les ustensiles dont on ne va pas se servir à Pessah. On n'a pas pu cachériser, qu'on ne veut pas cachériser. On va les enfermer dans une armoire qui sera fermée à clé ou scotchée. On aura marqué sur la porte de cette armoire, on marquera Chametz, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas accessible pour Pessah. Il est très important de le faire parce que des fois, nous, on sait distinguer, mais des fois, il y a des gens qui viennent chez nous qui ne le savent pas, ou des fois, on oublie nous-mêmes. Il est très important, comme on signale ce qui est halavi et basari, c'est-à-dire ce qui est laitier et ce qui n'est pas, de même tout ce qui sera consommable à Pessah et tout ce qui ne le sera pas. OK? Alors, maintenant, quelles sont nos possibilités quand on a du Chametz? Qu'est-ce qu'on peut faire avant Pessah? On a maintenant environ 2 semaines et demie pour nous libérer de tout le Chametz. D'abord, le consommer. Maintenant, le consommer ou
le jeter. Des fois, hein, on se pose la question, est-ce qu'on a le droit de jeter du chametz? En général, on ne jette pas de la nourriture. On a le droit dans ce cas-là. Alors, étant donné que la Torah nous l'interdit, on a le droit de s'en débarrasser. On peut maintenant encore le donner. On peut le mettre à la disposition du public. On peut le vendre à ceux qui sont intéressés. On peut, comment dirais-je, ou alors, la possibilité supplémentaire, c'est de le vendre. Alors là, hein, il faut faire très attention parce que il y a beaucoup de gens qui avaient comme idée, ils ont gardé chez eux à la maison. Parce qu'ils ont gardé chez eux du Hametz, parce qu'ils étaient, ils pensaient que ça serait une trop grande perte pour eux que de se débarrasser du Hametz. Quelqu'un m'a dit une fois, j'ai plusieurs bouteilles de whisky. Et ça coûte très cher et je ne veux pas m'en débarrasser. On essaye toujours de se débarrasser de tout ce qui est véritablement Hametz. Si néanmoins, on n'a pas pu le faire ou on ne veut pas le faire, peut-être qu'en ce moment, à cause de ce qui se passe avec l'épidémie, on a été obligé de faire des réserves. On nous demandait de faire des réserves. Et donc, on a peut-être beaucoup de Hametz. On ne sait pas, peut-être que maintenant, c'est fait ça. Vous avez compris? Rav, vous pouvez répéter parce qu'il y a eu du bruit derrière quand vous avez parlé. Je répète. Merci. Il est possible que maintenant, on ait beaucoup de Hametz à la maison. Pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de Hametz à la maison? Parce qu'on nous a demandé de faire des réserves. Ok, vous m'entendez? Vous m'avez entendu ou pas? Oui, je vous ai entendu, Rav. Yofi. Alors, et peut-être qu'on aura besoin de ce Hametz après Pessah. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si on le jette, on risque de se retrouver après Pessah sans un Hametz qui nous serait nécessaire. Alors, on peut le vendre. Pour le vendre, il faut remplir les conditions suivantes. Faites très attention à tous les points que je vais vous donner pour décider comment faire la vente. Premièrement, tout ce qui est vendu doit être obligatoirement enfermé. Il ne peut pas être resté à notre vue pendant Pessah. Si on a des réserves de Hametz, il faut le mettre de côté. C'est bon. Il faut le mettre de côté et il faut l'enfermer de telle façon qu'il ne soit pas accessible pendant Pessah. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est surtout pas oublier de vendre. Si on a oublié de vendre du Hametz, qu'on a décidé de garder et qu'on ne l'a pas vendu, après Pessah, il sera inconsommable. Tout Hametz qui a été gardé pendant Pessah et qui n'a pas été vendu, après Pessah, devient inconsommable. Ok. Troisièmement, il faut trouver un Rav qui a les formulaires nécessaires. Le Rav prend votre nom, il marque l'adresse et il vous demande est-ce que vous êtes prête à vendre tout le Hametz qui est à votre disposition par l'intermédiaire des rabbanim qui sont les envoyés, les émissaires pour vendre ce Hametz. En général, il vous fait signer sur le formulaire. Maintenant, il est possible qu'à cause de la situation qui existe, qui ne permettent pas aux gens de se rencontrer, il est possible que la vente du Hametz puisse se faire aussi par Internet. Alors, on vérifie comment on rentre là où il y a une vente du Hametz qui se fait par Internet. On vous demande de remplir tous les formulaires par Internet et de faire que votre Hametz soit vendu. OK. Alors, donc ça, c'est aussi une possibilité. On n'a pas le droit de conserver chez soi du Hametz si on ne l'a pas vendu.
Et si par hasard on a oublié de le vendre, dès que Pessah rentre, il nous nous reste qu'une seule possibilité, c'est de nous en débarrasser tout de suite. C'est de nous embarrasser, c'est-à-dire de le supprimer, soit en le brûlant, si ce n'est pas un Shabbat ou Yom Tov, soit en le jetant à un endroit où personne n'aura accès. Maintenant, pour être sûr qu'on a nettoyé tous nos lieux du Hametz, il y a ce que l'on appelle Bdikat Hametz. C'est quoi la Bdikat Hametz, les filles? C'est que jusqu'au mardi 7 avril, c'est la date. Mardi 7 avril, c'est le 13 Nissan. Jusqu'au mardi 7 avril, on a nettoyé tous nos lieux du Hametz. Qu'est-ce qu'on a fait pour nettoyer tous nos lieux du Hametz? On a ouvert tous les tiroirs. On a vérifié tous nos sacs. Très souvent, on avait envie une fois de manger quelque chose, on a mis dans une des poches de nos sacs, on a mis quelque chose, un petit biscuit par-ci, un petit biscuit par-là, et on l'a oublié. On doit vérifier tous nos sacs, on doit vérifier tous nos tiroirs, toutes nos armoires, les poches des vêtements dans lesquels on a mis peut-être un bonbon qui est Hametz ou un chocolat qui est Hametz. Tout ça doit être vérifié jusqu'au 13 Nissan. 13 Nissan, c'est mardi 7 avril. Le soir, à partir de la tombée de la nuit, c'est-à-dire à peu près 19h30, il va y avoir le changement d'horaire en Israël. On va, en France, il faut que vous vérifiez les filles, il faut que vous vérifiez quand est la tombée de la nuit. On va commencer à tourner dans toute la maison pour vérifier qu'il n'y ait pas resté du Hametz. Alors, vous connaissez la cérémonie où on passe avec une bougie et la maîtresse de maison aura caché 10 petits paquets avec peu de Hametz dedans, j'insiste, peu de Hametz dedans, et en ayant fait une liste écrite de tous les endroits où on va cacher ces 10 paquets. Pourquoi je dis petits paquets? D'abord, parce que si par hasard on n'en retrouve pas, il faut que ça soit petit de façon à ce qu'on ne transgresse pas une faute grave. Deuxièmement, c'est plus facile à emballer. Il ne faut surtout pas que ça s'émiette, parce que ça nous exige à nouveau un nettoyage. Et une liste pour être sûr qu'on se rappellera bien où on les a cachés et on va commencer à rechercher à la lumière d'une bougie. Si on ne peut pas, il y a des endroits où on ne peut pas se servir d'une bougie, comme par exemple une voiture, on a le droit de se servir d'une lampe électrique, d'une torche électrique, là où ce n'est pas accessible par une bougie. Alors, avant de faire l'abdika, on fait une bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mizvotav vetzivanu al bi'ur chametz. Faites attention, regardez dans les Haggadot, vous verrez qu'il y a marqué bi'ur chametz, pas bdikat chametz. Et après, on annule le chametz. La formule de l'annulation du chametz se fait en araméen dans les Haggadot, mais ça ne suffit pas. Il faut obligatoirement comprendre ce que l'on dit. OK? Et le lendemain, quand arrive le temps de brûler le chametz, on va à nouveau reprendre cette formule qui est un peu différente. Procurez-vous maintenant des Haggadot, les filles, et regardez comment on fait la bracha de la veille au soir, le 7 avril au soir, et du 8 avril à la fin du temps où le chametz est permis, pour dire sans bracha cette fois-ci,
l'annulation du Hametz. OK? Est-ce que jusqu'à présent, les filles, vous avez des questions? Rav, j'ai une question par rapport à l'annulation du Hametz. Vu que maintenant on doit rester chez nous et tout, comment ça se passe pour brûler le Hametz et tout ça? Alors, c'est une très belle question. Étant donné qu'on va rester chez nous, comment on va supprimer le Hametz? Si on a encore le droit de sortir tout seul et d'aller le brûler, on le fait. Si on n'a pas le droit, alors le Hametz qui nous reste sera mis dans la cuvette des WC. On peut soit et ensuite tirer la chasse, ou alors effriter au vent le peu de Hametz qu'on a encore à sa disposition. C'est-à-dire, ou alors, il y a encore une autre possibilité qui est importante que vous connaissiez, c'est que si par exemple j'ai des endroits que je n'arrive pas à nettoyer, mais je sais qu'il y a du Hametz, ou qu'il me reste du Hametz et que je n'ai pas pu le brûler, je n'ai pas le droit de sortir, je n'ai pas pu m'en débarrasser dans les WC, je n'ai pas pu les faire aux gens, il y a une autre possibilité. La possibilité, c'est de prendre un ustensile quelconque et de verser sur le Hametz de la javel ou tout autre produit qui ne permettra plus la consommation du Hametz. C'est-à-dire, on le rend incomestible. Okay. On verse dessus de l'alcool, on verse dessus de la javel, on verse dessus un produit caustique quelconque. Quand on fait ça, c'est comme si on le brûlait. Le fait de verser vous savez, tous ces produits qui nous servent à nettoyer, qui sont très forts et qui sont très dangereux à la santé, dès qu'on a aspergé notre Hametz de ça, alors, le Hametz n'étant plus consommable, c'est comme si on l'avait brûlé. C'est clair pour vous, les filles? D'accord. Yofi. J'ai une question, moi. Allez, Chirel? C'est Sharon. C'est Chirel? C'est Sharon. Sharon, je vous entends. Est-ce que si le soir du 4 Hametz, on le passe à un endroit, mais que toute la semaine de Pessah, on n'est pas à cet endroit-là, est-ce qu'on doit faire quand même? Si c'est un lieu qui nous appartient, oui. Si on se trouve là-bas le soir de l'Abdikat Hametz, il faut faire l'Abdikat Hametz de là où on y est. C'est clair, Sharon? Oui, merci beaucoup. Ok, les filles. Alors, jusqu'à présent, c'est clair? Oui. Alors, je terminerai ce cours par expliquer en quelques mots et quelques phrases pourquoi le Hametz nous est interdit. Pourquoi ce Hametz nous est-il interdit? La réponse que l'on va donner et qui est marquée dans la Gada de Pessah, c'est que parce qu'on est sorti d'Égypte comme ça, en vitesse, que nos ancêtres n'ont pas eu le droit, n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas eu le temps de faire lever leur pâte pour la transformer en pain et qu'ils ont donc pris leur pâte qui était déjà toute prête et qu'ils l'ont fait cuire comme de la matzah. Seulement, c'est une raison qui ne suffit pas. Pourquoi elle ne suffit pas? Parce qu'on a reçu l'interdiction de la matzah avant même, on a reçu l'obligation de manger de la matzah et l'interdiction de manger du hametz avant même de sortir d'Égypte, au moment où déjà on devait offrir le Korban Pessah. Alors ça prouve qu'il y a donc une raison qui précède cette raison-là. Cette raison-là, on la connaît, elle est toujours invoquée, mais il y a une raison qui précède ça. Et quelle est la raison qui précède ça? C'est que, en fait, le Hametz est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur lequel le temps a son emprise. Avant de sortir d'Égypte, on devait sortir du temps. On devait s'attacher à quelque chose de divin.
la matzah est quelque chose d'extraordinaire. C'est un pain qui est tout simple. On devait se défaire de tous nos articles. On devait se défaire de tout ce qui n'est pas essentiel. On voulait se joindre à la providence divine en se mettant sous les ailes de la providence divine sans être dépendant de rien. Quand on fait du pain, on est dépendant de beaucoup de choses. Et on est dépendant surtout du temps. Il faut laisser gonfler, il faut laisser la pâte avec, on se sert de levure de bière pour que ça monte. Et on est un peu dépendant. Et la matzah vient nous apprendre l'idée de trouver une indépendance. En fait, de n'être tenu par aucun élément extérieur, par aucune contrainte, par aucune contrainte. Et quand on est sorti d'Égypte, on devait se déconnecter de l'Égypte. Donc, on a préparé un pain qui ne ressemblait en rien au pain qui nous était connu. On est passé à un autre niveau, à une autre dimension de vie. Et grâce à cette préparation que nous avons eue, où petit à petit on s'est défait de tout ce qui semblait tellement nous obliger, nous tenir, nous rattacher à l'Égypte, qu'on a pu ensuite sortir rapidement d'Égypte, nous dit le Maharal, dans un temps qui n'est pas de temps. C'est ça l'idée de la matzah. Un temps qui n'a pas de temps et qui nous a permis donc de nous élever à un niveau beaucoup plus divin que la condition d'esclave que nous avions alors que nous étions en Égypte. Et on a emporté ça rapidement avec nous. Et ensuite, très rapidement de la matzah, on va finalement passer à la manne, c'est-à-dire un pain qui est totalement divin. Il y a une espèce de transition qui se fait d'un pain qui est habituellement humain en passant par la matzah. Et finalement, dans le désert, on va finir par être dépendant non plus du pain du pharaon, mais du pain de Dieu qui s'appelle la manne. Voilà les filles. Mais Ça va? Rav, quand on fait de la matin, on a la contrainte du temps, puisque ça doit pas lever 18 minutes et tout ça. Du coup, il y a des contraintes quand même. Non, on a la contrainte de ne pas se laisser emporter par le temps, de ne pas se laisser dominer par le temps. Des fois, vous vous rendez compte combien de choses on rate dans notre vie parce qu'on a laissé passer le temps. Ouais. Voilà. Là, en fait, on est venu nous préparer à cette idée qu'on ne doit pas laisser passer les choses. Quand nos sages nous ont appris ça en disant mitzvah, abba leyadecha, al tachmitsena. Quand une mitzvah se présente à toi, n'en fais pas du chametz. Comment ça veut dire quoi faire? Comment on se rend compte laissant passer le temps qui nous aura permis d'accomplir cette mitzvah. Chaque mitzvah a un temps. Si tu laisses passer le temps, alors tu te laisses dépasser par le temps. C'est comme ça qu'on dit. Je suis dépassé par le temps. C'est-à-dire que le temps a une emprise sur toi et ce n'est pas toi qui domine le temps. C'est clair? Oui, merci. Voilà. Alors, à notre prochain rendez-vous. Merci beaucoup, Rav.